Can you take hand on my forehead, kiss my neck, and when you touch me, baby. Bonjour à tous. Ravie de vous avoir ce matin pour ce comptoir. Alors juste pour la petite note, vous étiez en train d'écouter Dua Lipa, qui est l'artiste numéro un de nos utilisateurs sur le Pass Culture. Et ça résume assez bien le thème de ce comptoir. Donc aujourd'hui, on est là avec Mandy pour vous présenter comment on a construit avec et pour nos utilisateurs et pour vous donner quelques pistes qui, on l'espère, vous donneront envie d'expérimenter sur vos propres produits et surtout avec vos utilisateurs. Cette présentation devrait durer une vingtaine de minutes. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et on gardera un moment ensemble en fin de présentation pour y répondre. Et dernier petit point, n'oubliez pas de couper vos micros. Alors, qui je suis? Moi, je suis Alizée, je suis product designer chez Octo Technologies. Le product designer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un métier à l'intersection de l'UI, de l'UX, de l'ergonomie, du design d'interaction et j'accompagne un produit durant tout son cycle de vie. Et aujourd'hui, avec moi, il y a Mandy. Oui, donc je suis Mandy. Bonjour à tous, merci de participer à cette rencontre. Donc, je suis chargée d'études au Pass Culture. Mon poste consiste à conduire des enquêtes auprès des utilisateurs du Pass Culture afin de répondre à un besoin de connaissance des équipes du Pass. Donc, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que le Pass Culture? Donc, le Pass Culture, c'est tout d'abord une application à destination des jeunes de 18 ans qui référence des offres culturelles. Le Pass Culture, c'est aussi une interface web pour tous les acteurs culturels afin qu'ils puissent référencer leurs propositions sur l'application à destination des jeunes et suivre leurs réservations. L'objectif du Pass Culture, c'est de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles des individus de 18 ans. Donc, le Pass Culture a été créé en 2018. C'est un projet du ministère de la Culture. C'est devenu une start-up d'État en 2019 et il est expérimenté depuis février 2019 d'abord sur 5 territoires et depuis juin 2019 sur 14 au total. Aujourd'hui, sur le Pass, on a plus de 130 000 jeunes inscrits, 5 000 partenaires culturels et plus de 762 000 réservations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir 18 ans en 2020? On peut bien imaginer que les jeunes, aujourd'hui, ils vivent leur année 18 ans de manière très différente de la manière dont nous, on a vécu nos 18 ans. Et une question à laquelle nous, on doit répondre, c'est quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs besoins. Et c'est très, très difficile parce qu'on ne peut pas deviner, on ne peut pas se reposer sur notre propre expérience, sur nos propres 18 ans, qui sont d'ailleurs plus ou moins lointains en fonction des personnes. Donc, afin de proposer un produit pertinent qui répond aux aspirations des jeunes de 18 ans en 2020, on a besoin de les connaître et de les comprendre. Pour ça, il y a deux composantes qui nous permettent d'être au plus près de ces besoins et aspirations. Tout d'abord, on a la composante connaître. Donc, connaître, ça veut dire anticiper et comprendre les pratiques numériques, les pratiques culturelles des jeunes de 18 ans. Tout simplement, ça peut être savoir quelles applications ils utilisent, quels sont leurs référentiels. Et la deuxième composante, c'est les associer à la construction de l'application. Donc, c'est-à-dire construire avec eux un produit qui leur ressemble. Et Mandy va commencer par nous présenter ce qu'on a mis en place au Pass pour connaître les pratiques de nos utilisateurs. Merci beaucoup, Alizée. Donc, effectivement, pourquoi connaître nos utilisateurs? Il faut savoir qu'au Pass Culture, il y a de nombreuses études qui sont menées depuis bientôt 2 ans. En 2020, il y a une 50aine d'études qui ont été effectuées auprès des utilisateurs, tant de 18 ans que des acteurs culturels. Et ces études portaient sur leurs pratiques culturelles, sur leur perception du confinement, sur leurs pratiques cinématographiques. L'idée en soi, c'est de pouvoir identifier le rapport que les individus de 18 ans entretiennent avec la culture, quelles sont leurs références culturelles, et d'être en mesure de s'approprier leurs usages numériques en les interrogeant sur les applications qu'ils utilisent et la façon dont ils les utilisent.
Donc, comment ces études contribuent à la construction du dispositif Pass Culture? Les études, elles vont d'abord aider au développement, à la priorisation et au développement des fonctionnalités de l'application. Elles vont également nous aider à adapter nos médiations auprès des utilisateurs. Et enfin, à identifier les moyens d'inciter à la découverte culturelle, qui est un des enjeux fondamentaux du Pass Culture, puisque notre enjeu en tant que politique culturelle, c'est d'amener à la diversification des pratiques. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 types de méthodologies qu'on utilise au Pass Culture. La première, c'est les enquêtes par questionnaire, avec une petite spécificité qui est d'ajouter des champs libres. Une méthode qu'on a appelée hybride, qui consiste à effectuer d'abord des entretiens avec des non-utilisateurs, puis des questionnaires numériques avec des utilisateurs. Et enfin, l'analyse des écarts entre les déclarations qu'on va avoir de la part des utilisateurs lors des enquêtes, avec les données d'utilisation du produit. Donc, sans plus tarder, on commence avec les enquêtes numériques. Donc, c'est la méthode qu'on utilise le plus au Pass Culture parce qu'elle est simple à mettre en place. On a déjà une base de données d'utilisateurs, donc on peut très facilement leur envoyer un mail avec un lien vers un questionnaire numérique. Et par ailleurs, on a la chance d'avoir un bon taux de réponse de leur part. En moyenne, on a environ 10 à 16% de taux de réponse sur un échantillon donné d'utilisateurs auquel on enverrait un questionnaire. Ce qu'on essaye de faire au Pass Culture, au travers des questionnaires numériques, c'est de mettre un maximum de champs libres. Pourquoi? De façon à ne pas limiter l'enquête à des hypothèses. Si on mettait des questions à choix multiples, ça veut dire qu'on propose déjà des hypothèses et que derrière, on n'est pas en mesure d'aller plus loin que les hypothèses qu'on a faites de notre côté. En mettant des champs libres, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Ça nous permet aussi de collecter des verbatims de façon à s'approprier le langage des individus de 18 ans, leurs expressions, et enfin de permettre une plus large expression des utilisateurs de façon à surtout pas limiter la prise de parole. Derrière, nous, ces données qualitatives, on va les quantifier en prenant en compte la récurrence des termes, la façon dont les termes vont revenir, on va les quantifier, ça va nous permettre de savoir quels sont les éléments, les retours qui ressortent le plus. Là, vous avez un exemple très concret de questions qu'on a pu poser dans le cadre d'une étude sur les références culturelles des utilisateurs. On voulait savoir quels avaient été leurs films de l'année 2020, leur musique de l'année 2020. Donc, on a envoyé un questionnaire avec 15 questions avec un champ ouvert. Et pour chacune des questions, on a eu environ 250 répondants. Pour chacune des questions, on a quantifié les retours qualitatifs qui nous étaient apportés. Ça nous a permis de faire un top et de savoir que Dua Lipa était l'artiste numéro 1 de l'année 2020 pour nos utilisateurs. Derrière, ces données, elles permettent aussi aux équipes de créer des playlists au sein de l'application avec des thématiques en étant bien en cohérence avec les références du moment des utilisateurs. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on appelle la méthode hybride. On l'a appelée comme ça. L'idée, c'est avant tout d'expliquer qu'au Pass Culture, on tente plein de méthodes. On essaye d'ajuster des méthodes qu'on connaît de marketing, de sociologie, de façon à les adapter à nos besoins. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a été amené à faire dans le cas de la création de personas, donc c'était des personas utilisateurs qu'on voulait baser sur des mécanismes de choix. On voulait être capable de faire des typologies d'utilisateurs par rapport à leurs mécanismes de choix. On a d'abord effectué des entretiens avec des non-utilisateurs du Pass Culture, ce qui nous a permis de faire émerger des hypothèses de personas. Et ces hypothèses-là, on les a vérifiées au travers d'un questionnaire numérique qu'on a envoyé à nos utilisateurs, en sachant qu'on l'a fait sous forme de tests de personnalité pour que ce soit un peu attrayant, en leur proposant de découvrir quel était leur personnage de fiction. Nous, pour chaque personnage de fiction, on avait attribué un persona, ce qui nous a permis derrière de savoir, d'avoir un utilisateur qui était content de savoir quel personnage de fiction il était, donc là, en l'occurrence, Hermione Granger, et nous, derrière, de savoir que cet utilisateur était tel persona. Voilà, donc cette méthode, elle nous permet d'élargir notre perception des individus de 18 ans en allant interroger des personnes qui ne sont pas encore utilisatrices du pass et qui le seront peut-être un jour. Ça nous permet aussi de construire nos hypothèses sur des témoignages et non sur une problématique, parce qu'au travers des entretiens, on va demander, là en l'occurrence pour les mécanismes de choix, on va demander à un utilisateur de nous parler d'une expérience culturelle marquante. Et au travers de son témoignage, on va piocher les informations qui nous intéressent et qui nous permettent de créer des typologies. On ne va pas passer par plein de questions différentes. Et enfin, en passant par le questionnaire numérique, on consolide nos résultats
qui à la base sont qualitatifs, pour pallier aussi aux réticences de certaines entreprises qui ne sont pas forcément très familières avec la méthode des entretiens, où en fait on n'a pas besoin d'avoir énormément de répondants à des entretiens. En moyenne, une enquête qui serait scientifique de sociologie, 15-20 entretiens, c'est amplement suffisant. C'est une démarche qui a besoin d'être consolidée pour gagner en pertinence auprès des entreprises, et donc passer par un questionnaire et être en mesure de faire passer notre étude à un plus grand échantillon, ça va venir asseoir la pertinence de notre étude. Et enfin, donc l'analyse des écarts entre les déclarations et les données d'utilisation du produit. En fait, c'est pour avant tout dire qu'on travaille énormément avec l'équipe data qui s'occupe de l'analyse des données d'utilisation du produit, notamment parce que ça va nous aider à compléter et à affiner nos résultats quand on effectue des études qualitatives, quand on effectue des enquêtes globalement. Ça va nous permettre d'éviter les biais déclaratifs en pouvant comparer les réponses qu'on va obtenir. Et surtout, ça va aider au remplissage, à évaluer le remplissage des objectifs, ou en tout cas en partie, de notre politique culturelle. Dans le cas très précis de l'étude qu'on a menée sur les pratiques culturelles initiales des utilisateurs du Pass Culture, on propose un questionnaire lors de l'entrée, lors de l'activation du Pass Culture à nos utilisateurs de 18 ans sur l'application. On va leur demander, comme vous l'avez en exemple, au cours des 6 derniers mois, des 12 derniers mois, quelles sont les activités culturelles qu'il a effectuées. Derrière, au bout d'un certain temps d'utilisation du Pass Culture, on va pouvoir comparer l'écart entre les pratiques qui ont été déclarées dans le questionnaire et finalement les pratiques qui ont été effectuées sur le Pass par l'intermédiaire des réservations. Cette étude, elle nous a permis de créer un indicateur qu'on a appelé l'indicateur de diversification, qui n'est pas suffisant pour évaluer l'efficacité de notre politique culturelle, mais qui nous permet, nous, d'avoir un ordre d'idée de la façon dont l'application peut être utilisée pour diversifier ses pratiques. Donc finalement, vous l'aurez compris, si c'est très important pour nous d'intégrer les données qualitatives, les données d'utilisation du produit dans nos études, on mise énormément sur une approche qualitative pour créer un produit qui ressemble le plus possible à nos utilisateurs. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel dans la mesure où si le produit ne ressemble pas à l'utilisateur, si l'utilisateur ne se retrouve pas dans ce produit, il n'utilisera pas notre produit et notamment, il ne nous fera pas confiance lorsqu'on lui fera des suggestions d'offres qu'il ne connaît pas. Donc, c'est essentiel pour nous de passer par cette approche qualitative. Là, j'ai mis un exemple pour conclure de la façon dont et le quali et le quanti nous permettent de construire des profils très concrets d'utilisateurs. Là, vous avez l'exemple de l'intuitif, qui a un profil qui est un des plus représentés sur le Pass Culture. Vous voyez qu'on va avoir des informations qu'on a collectées au travers d'entretiens qualitatifs. Donc, par exemple, la partie ses activités, ses motivations, ses freins, ses canaux de communication. Et à côté de ça, on va avoir des éléments qu'on a collectés au travers du questionnaire numérique qu'on a fait passer par la suite, qui est le fait qu'on sait que 22% des utilisateurs interrogés sont rattachés au profil intuitif. Et on va avoir des données qu'on a collectées au travers du produit, les données d'utilisation du produit, qui vont être celles en lien avec les réservations les plus effectuées sur le Pass Culture par ce profil, leur département d'origine ou leur statut. En sachant que pour l'instant, le Pass Culture est développé sur 14 territoires. Nous, l'idée, c'est de pouvoir réeffectuer ces études très régulièrement à mesure que le Pass va s'élargir à d'autres départements, d'autres territoires, de façon à faire évoluer aussi notre approche vis-à-vis des utilisateurs. Voilà, donc j'en ai fini avec la connaissance de nos utilisateurs. Je vais laisser maintenant Alizée vous parler de la façon dont on associe les utilisateurs à la construction du produit. Merci Mandy. Au sujet d'associer les utilisateurs dans la construction du produit, quelque chose qu'on a appris très très vite et qu'on a constaté, c'est que nous ne sommes pas nos utilisateurs. Lors des premiers tests utilisateurs qu'on a réalisés, on s'est très vite rendu compte, par exemple, que nos utilisateurs, les gens qui testaient l'application, les jeunes, ils ne lisaient pas, par exemple, les intitulés qu'on avait sur l'interface. Donc, première surprise, et au fil des mois, ça s'est répété de manière récurrente.
on a découvert qu'on était face à une génération qui était très habituée à parcourir les écrans très très vite, appuyer sur des boutons pour aller rapidement à la fin d'un parcours, et donc la lecture était quelque chose d'assez optionnel. Donc ça, typiquement, c'est le genre de choses le genre d'informations qu'on peut avoir que si on a fait des tests avec nos utilisateurs, et ça va très fortement impacter la manière dont on va concevoir l'interface. Par exemple, on va essayer d'avoir des textes courts et impactants de manière à faire passer l'information de manière lisible et simple pour nos utilisateurs. Ça, c'est un second exemple de test qu'on a mis en place pour vous montrer qu'on parfois on a des propositions qui tombent complètement à côté de la plaque. C'était 2 versions de la Home qu'on a proposées quand on était en train de faire la refonte de celle-ci. En interne, on était très convaincus que la solution A était la meilleure, la plus attractive pour les jeunes. Donc ce qu'on a fait, c'est quand même, on a été vérifié et on a proposé ces 2 écrans à un panel d'utilisateurs. Donc on n'avait rien développé à ce moment-là, c'était juste des images statiques. Et quasi unanimement, les jeunes de 18 ans nous ont dit qu'ils préféraient la version 2. Donc on a beau les connaître, essayer de comprendre quelles sont leurs pratiques, on ne peut pas malheureusement tout prévoir et anticiper les retours ou réactions de nos utilisateurs. Et donc, pour dérisquer, on a mis en place plusieurs solutions de co-construction dont je vais vous parler un peu plus en détail maintenant. Il y a plusieurs avantages à la co-construction. D'abord, ça nous permet de proposer des fonctionnalités qui vont être en accord avec les besoins des utilisateurs. On ne va pas proposer quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, le mettre en prod pour se rendre compte ensuite que personne ne l'utilise. Le deuxième point, c'est que ça nous permet de garantir une adoption fluide, parce qu'on va mettre en place des codes qui vont être cohérents avec les habitudes des utilisateurs, et on aura vérifié avec eux que c'est bien cohérent. Donc derrière, on est quasi sûr que l'adoption sera simplifiée pour un utilisateur qui arrive pour la première fois sur le pass. Et enfin, nous, tout ça, ça nous permet de nous concentrer sur la proposition de valeur du pass. Donc, comme disait Mandy tout à l'heure, nous, on veut que les jeunes diversifient leurs pratiques culturelles et non finalement sur l'outil, donc des choses plus triviales. Ça permet vraiment de concentrer notre effort. On a 3 typologies d'utilisateurs au pass qui nous intéressent pour co-construire. On a d'abord les non-utilisateurs. Donc ça, ce sont des jeunes qui n'utilisent pas le pass pour le moment, mais qui potentiellement à un moment seront éligibles. On a un second groupe qui sont les usagers. Donc ce sont des jeunes qui ont déjà l'application en main et qui l'utilisent de manière plus ou moins récurrente. Et enfin, notre troisième groupe d'utilisateurs, ce sont les ambassadeurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès la naissance du pass. Et c'est un groupe d'utilisateurs qui est très, très motivé pour nous aider à la construction du produit. Donc, ces 3 typologies d'utilisateurs qui sont plus ou moins proches du produit, finalement, ils sont consultés à différents moments afin d'avoir un retour vraiment à 360 sur la conception du produit. On va faire un tout petit focus sur les ambassadeurs. Donc, comme je vous disais, c'est un groupe qui est motivé et fédéré autour du produit. Et c'est le premier outil primordial dans notre boîte à outils de co-construction, finalement. C'est un groupe de jeunes qui se sont portés volontaires pour participer à la construction du pass, avec lesquels on entretient vraiment une relation privilégiée sur le long cours et sur lesquels vraiment on peut se reposer pour valider des futures évolutions du produit. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines d'ambassadeurs et la manière dont on reste en contact avec eux, c'est majoritairement via des groupes WhatsApp qui sont regroupés par région. Donc ça, c'est un outil très très précieux pour nous. On va tout de suite passer au premier outil qu'on voulait vous présenter, ce sont les questionnaires de définition des fonctionnalités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met surtout en place avec nos usagers. On leur envoie tout simplement un questionnaire qui permet de valider différentes fonctionnalités. Donc par exemple, c'est quelque chose qu'on a mis en place quand on a fait une refonte sur la page recherche. On avait plein d'idées de notre côté, de choses qui pouvaient avoir de la valeur pour nos utilisateurs, et on a confronté cette liste d'idées à leur retour. On leur a demandé de ranger par ordre de pertinence pour eux les différentes fonctionnalités proposées. Et donc, ça nous a permis de connaître tout de suite la valeur de chacune des fonctionnalités basée sur les propres besoins des utilisateurs.
Donc nous, on a validé la valeur utilisateur des fonctionnalités en faisant ce questionnaire. Et ça nous donne aussi, après, si on va plus loin en termes de conception d'interface, une ébauche de la hiérarchie d'informations sur ces écrans de recherche derrière. Parce qu'on ne va pas mettre la chose la plus importante pour eux tout en bas, par exemple. Le second outil que je voulais vous présenter, c'est les tests «Tu préfères quoi?». Donc ça rejoint tout à fait l'exemple sur la home que je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie 2 écrans à nos utilisateurs. C'est plus souvent les ambassadeurs parce qu'on cherche à avoir des réponses très rapidement. Donc on leur envoie 2 versions et on leur demande de valider celui qu'ils préfèrent. Donc effectivement, voilà, ça, on a des retours très, très rapides. Ça nous permet de valider rapidement une direction en termes de conception. Donc je vous ai mis un second exemple, là encore sur la home de l'application. Donc on leur a envoyé cette version A et cette version B en leur demandant quelle version ils préféraient et pourquoi. Et en fait, on valide des choses très fines. Donc là, typiquement, la différence entre ces 2 écrans, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y a le titre «C'est nouveau» qui n'est pas affiché de la même manière et qui a plus d'importance sur l'écran B, et le titre qui n'est pas affiché non plus, exactement au même endroit et dans la même graisse. Et donc ça nous permet de valider des positions d'éléments, donc ce sont des retours vraiment extrêmement fins, en fonction de l'appétence des utilisateurs pour telle ou telle version. Et enfin, dernier outil, ce sont les tests utilisateurs. Alors les tests utilisateurs, je pense que vous en avez déjà tous plus ou moins entendu parler, sinon vécu. Ça nous permet d'avoir des retours très très précis à travers un entretien individuel avec des jeunes. Donc ça prend une trentaine de minutes, nous on les conduit à distance pour le moment malheureusement, mais ça marche très bien quand même. Et par fonctionnalité, on va interroger entre 5 et 10 utilisateurs. C'est quelque chose qu'on fait avec nos ambassadeurs, bien sûr, mais ça peut induire quelques biais parce qu'ils sont très, très motivés pour aider à développer le produit, mais ils le connaissent aussi extrêmement bien. Donc, on va le conduire aussi, on va essayer de diversifier nos testeurs et on va aussi aller chercher des usagers ou des non-utilisateurs pour contrebalancer les retours parfois très, très enthousiastes de nos ambassadeurs. Donc ça va nous permettre de valider des parcours et des wordings ou des placements de boutons, par exemple, sur l'interface. Donc, ils sont vraiment des ajustements ergonomiques. On t'entend pas, Mandy. C'est tout bon. Merci beaucoup, Alizée. Donc du coup, on vous a présenté, donc la façon dont on essaye au mieux avec nos méthodes de connaître nos utilisateurs et de les associer à la construction du produit. Il y a une étape intermédiaire entre les 2 qui est aussi très importante pour nous, c'est d'être en mesure de les écouter tout au long de leur expérience avec le pass culture et d'être capable de prendre leur retour tout au long de la façon dont ils vont, durant ce moment, ils vont utiliser l'application. Et pour ce faire, on a 2 méthodes qui ont fait déjà leurs preuves dans d'autres entreprises, qui sont le NPS, qu'on appelle indicateur de réputation, au pass culture, et le SUS, l'indicateur d'utilisabilité. Le NPS, donc on l'envoie à nos utilisateurs environ tous les 15 jours, à un échantillon d'utilisateurs. Il s'agit d'une question qui consiste à demander à nos utilisateurs: «Recommanderiez-vous le pass culture à un ami ?» L'enquêté répond en attribuant une note de 0 à 10 et lorsqu'il va cliquer sur, une des notes, il y a une question, avec, une question ouverte qui va apparaître en lui demandant pourquoi est-ce qu'il a attribué cette note. À l'instar de la méthode qu'on va utiliser pour les questionnaires numériques, on va quantifier les retours qualitatifs par la récurrence de termes et ça va nous permettre de prendre la mesure des éléments qui vont bloquer ou irriter, embêter nos utilisateurs dans l'utilisation du produit ou aussi d'entendre quels sont les éléments qui les rendent heureux, contents d'utiliser le pass culture. Donc c'est plutôt un outil qu'on va utiliser pour évaluer, écouter l'expérience globale du pass culture. Et je vais laisser Alizée vous parler du SUS. Merci Mandy. Donc le SUS, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi au pass, mais plutôt pour mesurer l'expérience d'utilisation du produit. Donc qu'est-ce que c'est que le SUS? C'est ce qu'on appelle un test d'utilisabilité standardisé. Donc tout simplement, c'est 10 questions qu'on va envoyer à nos utilisateurs
et qui vont nous permettre de recueillir vraiment leur point de vue subjectif, donc de leur propre expérience, sur l'application. D'exemples de questions, par exemple, qu'on va leur envoyer, ça va être j'utilise cette application fréquemment, je trouve cette application facile à utiliser. Et eux, pour chaque phrase, ils vont devoir répondre entre pas d'accord, pas du tout d'accord, pardon, ou tout à fait d'accord. On récupère toutes ces informations derrière et nous, ça nous permet d'obtenir une note dont on va mesurer l'évolution au fil des mois, ce qui va nous permettre de voir l'évolution de celle-ci dans la durée et ça nous permet de vérifier que des évolutions produits qu'on a mis en place et mis entre les mains de l'utilisateur ne sont pas délétères vis-à-vis de l'expérience d'utilisation. C'est un échantillonnage, un questionnaire qu'on envoie une fois par mois. Donc, on a une prise de mesure mensuelle et on l'envoie à des utilisateurs qui utilisent l'application depuis 15 jours. Donc, ça fait un échantillon quand même assez conséquent. On a environ 3000 utilisateurs à qui on envoie ce questionnaire tous les mois. Et nous, ça nous permet surtout d'être sûr que c'est des utilisateurs qui ont utilisé une application qui est à jour. Ça, c'est très important de ne pas avoir un utilisateur qui utilise l'application depuis 6 mois qui répond à ces questions parce qu'il peut potentiellement avoir utilisé une application qui n'est pas à jour. Et on arrive finalement à la synthèse de cette présentation. Donc, on vous a présenté quelques outils et il y en a d'autres qu'on utilise au PASS, mais voilà, c'était ceux qui nous semblaient les plus importants qu'on utilise aujourd'hui pour construire l'application du Pass Culture avec et pour les jeunes de 18 ans. Donc, très schématiquement, là, on a essayé de vous montrer à quelles étapes de la vie du produit on utilise telle ou telle méthode. Donc, on a certaines qui sont plus adaptées à des phases de discovery et delivery, notamment toutes celles qui vont nous permettre de connaître nos utilisateurs hors utilisation de l'application, donc quelles sont leurs aspirations, leurs références, etc., pour ensuite proposer des fonctionnalités qu'on va pouvoir cadrer en prenant en compte la valeur utilisateur qu'elles apportent. Mais faire tout ça en amont de l'utilisation du produit, ça ne veut pas dire que derrière, on arrête de connaître et d'associer nos utilisateurs. Au contraire, lorsque celle-ci, l'application est entre les mains de nos utilisateurs, on va aller plus dans le détail de cette utilisation, dans le détail des fonctionnalités, et on met en place de nombreuses enquêtes qui nous permettent de surveiller, entre guillemets, l'apport de telle ou telle fonctionnalité d'un point de vue utilisateur. On en a fini pour notre part pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, on a eu plusieurs questions. Alizée. La première question, c'était d'où tenez-vous votre base de données utilisateur et comment a-t-elle été créée? Question qui nous vient de Valentin. Alors, notre base de données utilisateur a été... En fait, on ne l'a pas créée. En fait, c'est les utilisateurs qui s'inscrivent sur le Pass qui sont notre base de données utilisateur. Donc, on ne l'a pas créée, en fait. C'est la base de nos inscrits. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il faut savoir que nos études sont effectuées, si c'est la question sous-jacente, on interroge les utilisateurs que s'ils ont accepté d'être interrogés. On leur pose la question et on a la chance que, comme je le disais, on a un beau temps de réponse à nos questionnaires, mais c'est aussi très révélateur du fait que, vu que les utilisateurs qui sont sur le Pass ont conscience du fait que c'est une expérimentation, ils sont aussi très nombreux à accepter en fait qu'on les interroge. Donc, pour nous, c'est vraiment une plus-value que d'avoir des individus qu'on peut interroger et qui sont contents de le faire. Et donc, on a une grande majorité de notre base de données qui est faite d'utilisateurs qui ont accepté d'être interrogés. En fait. On n'interroge que. Ensuite, on avait une question plus particulièrement sur la cible des jeunes étudiants futurs CSP++. Est-ce que c'est une cible particulière dans cette tranche d'âge pour le Pass? Alors, c'est une cible pour nous que bien sûr, dont on prend soin, comme on prend soin de tous nos utilisateurs et qu'on interroge. Je dirais même que c'est peut-être la cible qu'on a qui est le plus représentée sur le Pass. C'est celle qui est le plus représentée parce que de façon, comment dire,
de façon normale, d'une certaine façon, les individus qui vont faire des études supérieures sont aussi ceux qui ont le bagage culturel, en principe, qui est le plus développé avant de rentrer en études supérieures. Donc, c'est des personnes qui ont déjà un attrait fort pour la culture et qui vont, de par leur réseau, le bouche à oreille, leur famille, leurs amis, vont prendre connaissance assez facilement de l'existence du pass culture et s'inscrire pour faire des activités qu'ils faisaient déjà et pour diversifier. Donc nous, en fait, c'est une cible qu'on a beaucoup sur le pass, qui est intéressante, mais c'est pas forcément celle qu'on a envie d'amener sur le pass culture. On a une grosse cible, enfin, qui finalement en est plusieurs, qui est celle des publics prioritaires. Les publics prioritaires, c'est toutes les personnes qui vont être confrontées à des freins culturels de l'ordre du frein économique, du frein de localité, de localisation par rapport à l'offre, ou du frein symbolique du la culture, c'est pas pour moi. Finalement, c'est cette cible-là qui nous intéresse et c'est pas celle qui est dans le cadre de la CSP+, ou dans le domaine des étudiants. Merci Mandy. J'espère que ça répond à la question. Donc, la personne qui a posé la question a eu sa réponse. Et ensuite, on a des questions par rapport à la part de l'UX par rapport au reste du projet. Quelle est la place, je pense, de l'UX dans le développement et la construction du projet? Alors, je vais essayer de répondre. J'espère que je vais pas tomber complètement à côté de la plaque par rapport à la question. Si la personne veut préciser sa question dans le chat, qu'elle n'hésite pas. Donc ce qu'on fait la part de l'UX dans le produit, c'est qu'en fait, l'intervention des UX est quasi systématique dès qu'on parle de fonctionnalités qui vont être exposées, aux utilisateurs. Donc, ce qu'on fait pour chaque fonctionnalité, finalement, il y aura toujours une phase de cadrage auquel l'UX va prendre part. Et il va y avoir ces différentes étapes qui vont être mises en place afin de vérifier que les fonctionnalités d'abord proposées ont bien de la valeur pour les utilisateurs. Donc, on va vérifier leur appétence. Et ensuite, on va avoir la mise en forme finalement dans l'application. Et une fois qu'on a une proposition de mise en forme, on va encore une fois vérifier que celle-ci est bien en phase avec les attentes de nos utilisateurs. Donc ça consiste notamment en des tests utilisateurs. Ensuite, nos UX, ils abandonnent jamais les fonctionnalités qu'ils ont proposées et les différentes maquettes. On a vraiment un suivi continu du développement par nos UX et nos UI de manière à ce que la vision qui a été proposée et validée par les utilisateurs soit en phase avec ce qui est finalement délivré et mis entre leurs mains. Donc, il y a toujours des concessions à faire qui sont d'ordre technique souvent. Néanmoins, on essaie d'assurer que ce qu'on a proposé comme expérience soit la plus proche possible de ce qui est délivré derrière. Voilà, j'espère que ça répond à la question de cette personne. Merci Alizé. Ensuite, on a une question pour rebondir sur les jeunes qui ne lisent pas. Du coup, quel langage prendre? Est-ce qu'il faut un langage simple, un peu plus rapide? Est-ce que tu as des recommandations? Je pense que la question d'avoir des recommandations sur le langage à adopter. Alors, je pense que tu pourras compléter aussi sur les éléments de langage après, Mandy. Donc pour la petite histoire, nous, par exemple, au début, sur le pass, on vous voyait nos utilisateurs. Et on s'est très vite rendu compte que ça crée une sorte de distance avec eux et que finalement, c'était pas du tout ce qu'on voulait. Donc on a fait des études, on s'est rendu compte qu'ils préféraient qu'on les tutoie. Donc ça, c'est un exemple qui montre que finalement, ce à quoi les jeunes aspirent, et c'est du coup les éléments de langage auxquels on va essayer de coller, c'est quelque chose qui va créer plutôt une proximité avec eux. Donc il ne s'agit pas de simple ou rapide, mais vraiment des éléments de langage desquels ils vont se sentir proches finalement. Donc typiquement aussi dans notre fiche produit, par exemple, au lieu de dire où va se passer cet événement, on a préféré utiliser juste le mot où. Donc on a des mots où, quand, etc. Et ça, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup parce que ce sont des expressions qui vont eux-mêmes employer et du coup qui seront facilement intelligibles pour eux quand ils seront face à ça dans l'interface. Je ne sais pas si tu veux compléter, Mandy.
Non, alors pour compléter avec côté études, nous, on s'était retrouvés à faire une enquête sur les pratiques numériques des utilisateurs et notamment à essayer de comprendre la façon dont certaines pratiques qui n'étaient pas numériques se sont hybridées. Et on a essayé d'interroger la question de la lecture, en partant pas du livre numérique, qu'on avait déjà interrogé, mais en partant plus des lectures qui sont faites toute la journée par des individus de 18 ans au travers des réseaux sociaux. En fait, nos utilisateurs n'ont jamais autant lu qu'en ce moment parce qu'ils passent énormément de temps sur les écrans et que même s'il y a une approche qui est très visuelle, il y a de la lecture quand même. Et en fait, finalement, on se rend compte que les moments où ils vont lire, c'est les moments où finalement l'écriture va être dans le visuel. Et on le voit, hein, ne serait-ce qu'avec les... En fait, ils se sont habitués au format un peu hybride de reportage, comment on appelle ça, type combini brut, où en fait, on va avoir une description de ce qui est dit oralement par un individu. Et du coup, en fait, les jeunes se sont habitués à ce type de lecture dans un format qui est très particulier. Et donc voilà, et c'est une façon de constater comme la lecture peut s'hybrider chez les individus de 18 ans et là où ça marche en fait. Comment est-ce qu'on arrive à les faire lire? C'est en passant par ce type de format, par exemple. Merci Mandy Alizé. On a une dernière question qui n'est pas forcément très claire. C'est quels outils de drag and drop? Alors, je pense que ça fait référence à ce que tu as mis en place pour les utilisateurs, pour les listes de fonctionnalités, et prioriser les fonctionnalités. Mais si la personne veut préciser sa question, je suis Alors, partant. s'il s'agit de ça, on va le prendre selon ce prisme-là. Nous, l'outil qu'on utilise pour nos questionnaires, c'est Typeform. Malheureusement, il n'y a pas la possibilité pour l'utilisateur de faire un ranking en faisant du drag and drop. Néanmoins, ce qu'on fait en général, c'est qu'on propose la liste de fonctionnalités et on lui demande soit de noter sur une échelle de 5 points, pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout, ah, c'est super utile, c'est primordial pour moi, ou alors on lui demande de noter entre 0 et 10 la pertinence de la fonctionnalité pour lui. Donc ça nous permet ensuite de définir l'importance de chaque fonctionnalité de cette manière-là. C'est assez simple, c'est un petit peu plus fastidieux pour l'utilisateur qui prend part à ce questionnaire. Néanmoins, on n'a pas eu de retour négatif à ce niveau-là et on a quand même, comme disait Mandy, des très bons taux de complétion. Donc voilà, on utilise majoritairement Typeform. Eh bien, si on n'a plus d'autres questions, je pense Mon côté. qu'on peut s'arrêter ici. Merci à tous pour votre présence. Et on espère que ça va vraiment vous inspirer pour vos projets. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.